la révolution tarifaire à laquelle on fait face ces temps-ci et des solutions possibles pour avoir plus d'argent pour payer nos services publics et pour renflouer nos coffres. Donc, vous le savez aussi bien que moi, on entend toujours parler, le Québec est dans le rouge, on est endetté, on accumule des déficits, ça va mal. Il suffit d'ouvrir la télé ou la radio pour qu'on nous donne des chiffres catastrophiques pour nous dire que ça va très mal. La crise financière est aussi une réalité à laquelle on fait face. On n'est pas encore vraiment sorti de la crise. Il y a plusieurs analystes qui nous disent que ça va mieux maintenant, mais ça va aller bien pire l'année prochaine. Le chômage, la productivité, tout va mal. Et on a aussi des échos de ce qui se passe à l'international avec la Grèce qui est en faillite ou qui est sur le bord d'être en faillite. Ça fait peur, ça fait très peur. Donc, en utilisant un peu ce discours alarmiste-là, les dirigeants nous proposent des solutions. Quelles solutions ils nous proposent? Bien, ils nous proposent de compresser, de faire des compressions, de faire un plan d'austérité pour retourner à un équilibre budgétaire malgré la crise, beaucoup plus rapidement que nos voisins dans les autres provinces ou dans les autres pays. Donc nous, il faut plus rapidement que les autres. Et pourtant, la crise a touché le Québec d'une manière moins importante, mais on est plus pressé pour retourner à l'équilibre. Et pour retourner à cet équilibre-là, il y a plusieurs mesures, dont un plan d'infrastructure qui est de donner de l'argent encore plus à la construction, souvent dans les projets PPP, alors qu'au Québec, c'est facile de voir que c'est pas nécessairement la solution la plus intéressante, surtout en vue de la corruption et la collusion qu'on n'arrive pas à démasquer pour des raisons politiques. Il y a aussi un changement important, un changement de logique. Alors, on passe à une révolution tarifaire. Plutôt que de payer collectivement pour nos services, alors c'est l'utilisateur payeur. Si vous avez besoin d'un service, bien, c'est votre problème. C'est à vous de trouver l'argent et de vivre avec les conséquences, soit d'être malade ou soit d'avoir moins d'argent parce que vous avez payé pour vos services de santé. Alors, il y a présentement deux logiques, deux façons de payer pour nos services. Il y a les tarifs et les moyens qui sont régressifs, c'est l'utilisateur payeur, où tout le monde, peu importe combien d'argent ils gagnent, doivent payer un montant qui est assez élevé, ce qui fait que les personnes qui sont plus pauvres vont payer un pourcentage de leur budget beaucoup plus important que les personnes qui sont plus riches. Par exemple, 20 $ quand on a un revenu de 20 000 $, c'est une ponction beaucoup plus importante que quand on en gagne 200 000. Quand on a 200 000 $ dans nos poches, dans nos poches, payer un 20 $ pour aller voir le médecin, ça veut rien dire. Quand on a 20 000 $ dans nos poches et qu'il faut payer 20 $ pour aller voir le médecin, il faut couper ailleurs parce que tout l'argent qu'on a prévu dans notre budget, il est prévu. Et le 20 $, c'est une surprise. Et c'est ce qu'on appelle une tarification qui est régressive. Chacun doit faire sa part, on entend ça souvent. Alors, si vous ne voulez pas avoir des tarifs qui sont régressifs, c'est parce que vous n'êtes pas solidaire avec la société, c'est parce que vous êtes irresponsable, c'est parce que en payant pour ces services, on investit aussi en soi, comme si chaque individu, individuellement, valait plus qu'une société collectivement en santé. Et c'est une individualisation des risques aussi, parce que si on est malade, par exemple, si on regarde l'augmentation du taux de cancer, c'est pas nécessairement dû à vos choix de vie personnels. C'est peut-être parce que vous travaillez dans un environnement qui est pollué, c'est peut-être parce que il y a des facteurs autour, le stress et tout, dont vous n'êtes pas vraiment responsable. Mais quand il faut payer pour vos services de santé vous-même, on vous dit c'est de votre faute, c'est vous qui devez assumer le coût. Alors que l'autre manière de voir les choses, c'est d'y aller progressivement selon les revenus. Ça, c'est simple, c'est l'impôt. Plus vous faites d'argent, plus vous payez, mais tout le monde a accès à des services de la même manière et de la même qualité. C'est un peu comme une assurance, mais une assurance pour les services publics, pour l'égalité des chances, mais aussi le traitement. Donc, sinon, pas seulement aller voir un médecin, tout le monde a la chance d'aller voir un médecin, mais si tout le monde a la chance d'aller voir un médecin de qualité équivalente. Donc, même qu'une personne soit très riche ou très pauvre, le médecin va être un médecin de qualité qui va servir des services et des soins de qualité. On peut voir la révolution tarifaire et l'intérêt du gouvernement à aller vers la révolution tarifaire dans l'augmentation des frais de scolarité. On parle d'une augmentation de 74 % des frais de scolarité en 2006 et 2017. Donc,
C'est une augmentation qui est très importante. La contribution santé, encore, qu'on dit, ben, si vous voulez aller voir un médecin, ben, ça a un coût. C'est pas un coût par fois qu'on voit le médecin. Il y a quand même une nouvelle tarification qui est seulement pour la santé. On sait que le ticket modérateur est encore dans les coffres du gouvernement. Les projets en PPP qui sont encore là un peu de mettre l'argent d'un côté qui n'est pas dans les poches des citoyens. Le plan Nord, qui est un plan important qui couvre une vaste partie du territoire. Le gouvernement investit beaucoup là-dedans, mais surtout dans les mines. Et les mines, j'ai pas besoin de vous le dire, les conditions pour travailler là et ce que ça fait pour l'environnement, c'est assez important. Des réductions fiscales pour les entreprises. Donc, ces réductions-là, le gouvernement le fait en justifiant en disant les entreprises vont réinvestir dans la communauté, vont donner plus d'emplois, vont investir dans la recherche, dans les infrastructures. Mais le CCPA, qui est un organisme canadien de recherche économique, a fait une démonstration très claire l'année dernière pour montrer que les entreprises ne réinvestissent pas. Ils vont juste accumuler plus d'argent, investir plus dans la financiarisation de l'économie, donc pas dans l'économie réelle. En Angleterre, ils ont mis en œuvre un plan d'austérité qui était très rigide et ça fait des problèmes sociaux importants. On parle d'émeutes présentement parce que les plans d'austérité ont été tellement drastiques que le taux de chômage n'a pas été réduit. Au contraire, les inégalités entre les riches et les pauvres ont augmenté de manière drastique et les gens, frustrés de voir que le gouvernement n'aide pas la population, mais plus les plus riches et les entreprises, vont dans la rue pour faire des émeutes. La situation au Québec, on n'est pas encore rendu là, mais il reste qu'on voit une augmentation de l'écart entre les riches et les pauvres. Il y a de plus en plus de travailleurs pauvres. Entre 1976 et 2006, donc même avant la crise, les gens travaillaient plus pour faire moins d'argent. C'est très problématique. Et il suffit de voir ce qui se passe de tout le mouvement d'occupation qui se fait à la grandeur de l'Occident. Il y a vraiment un ras-le-bol et il y a vraiment un problème. C'est bien qu'on en parle. Mais une chose qui est importante aussi, un sujet qui m'importe beaucoup, c'est le spirit level. Le spirit level, c'est un indicateur qu'on utilise pour voir que les sociétés qui sont égalitaires sont meilleures pour l'ensemble de la population que les sociétés où on voit un grand écart entre les riches et les pauvres. Quand on dit on va vous mettre un tarif, souvent on se dit mais si j'ai assez d'argent, si je fais partie de la classe moyenne ou que je suis assez aisée, il n'y aura pas de problème. Ça va affecter les plus pauvres, on va compenser un peu pour eux, mais la majorité de la population va s'en sortir. C'est une erreur. Quand une société est égalitaire, quand il y a une égalité d'accès et de traitement pour l'ensemble de la population, on voit une vie sociale et communautaire beaucoup plus saine, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de tensions entre les citoyens, ce qui fait que les plus riches ainsi que les plus pauvres se retrouvent globalement en meilleure situation. C'est un peu on peut voir ça comme ça, mais il y a aussi la santé physique, la santé mentale. La santé physique et mentale d'une population qui est plus égalitaire va être meilleure et pour l'ensemble de la population, pas seulement pour les plus pauvres, qu'une population où il y a de grandes inégalités. Et la même chose pour la violence et l'emprisonnement. Et tout ça se voit un peu parce que la mobilité sociale est beaucoup plus difficile quand on part du très bas pour aller vers le très haut que lorsqu'il y a une meilleure cohésion et que les étapes pour monter dans l'échelle sociale, mettons, sont meilleures, sont mieux réparties. Alors, je vais faire vite pour vous dire qu'il y a d'autres solutions que de tarifer les gens, qu'il y a d'autres solutions que de donner des avantages fiscaux aux plus riches et aux entreprises. Nous, à l'IRIS, on a travaillé là-dessus, on travaille encore là-dessus, et on se dit que l'impôt est vraiment le meilleur moyen de redistribuer la richesse et de payer nos services. Pour faire ça, par exemple, on suggère de passer de 3 paliers d'imposition, qui est très faible, à 10 paliers d'imposition, ce qui permet une réduction des impôts pour la majeure partie de la population, mais pour ceux qui gagnent plus d'argent, ça a une légère augmentation et on se retrouve à avoir un gain de 1,3 milliard de dollars avec la structure d'imposition que nous proposons. Il faut aussi taxer les entreprises financières. Je n'ai pas besoin de vous le dire, ils font beaucoup d'argent, mais ne produisent pas grand-chose. Or, notre système de taxation taxe beaucoup plus les produits que l'argent lui-même. Il faut donc revoir comment on taxe les entreprises financières pour aller chercher l'argent où ils font l'argent. C'est-à-dire qu'ils font de l'argent avec l'argent. Fait qu'il faut taxer le capital.
et bon, réduire les avantages fiscaux et tout. Alors, je vous épargne tout ça, mais il y a des moyens de réduire, d'augmenter en fait le budget du Québec, d'augmenter l'argent qu'on investit dans le système public et dans les services publics sociaux, sans que ça soit les plus pauvres qui payent, sans que ce soit la population qui paye. Collectivement, il y a des choix. Et selon l'étude que nous avons faite en 2010, on est capable d'aller chercher 5,2 milliards de dollars sans toucher à la population la plus pauvre, sans toucher aux tarifs et tout ça. Mais il faut aussi revoir la gouvernance, revoir comment on investit, comment qu'on dépense l'argent dans les différents paliers, dans les différentes structures publiques. En éducation, par exemple, c'est pas un problème de sous-financement, c'est un problème de mal-financement. On investit l'argent ailleurs que dans l'éducation. On investit l'argent dans la publicité, le marketing, dans la gestion des universités. On dépense énormément d'argent aussi en recherche appliquée plutôt qu'en recherche fondamentale, ce qui fait vraiment on pourrait appeler ça une caste d'étudiants, des étudiants qui peuvent faire de l'argent et d'autres qui n'en font pas. Et on s'en va vers, quand on pense à utilisateurs-payeurs et responsabilisation des étudiants et tout ça, des personnes, encourager les gens à aller dans des secteurs rentables, ce qui pourrait être problématique à long terme pour une société. Donc, tout ça fait qu'il est possible d'avoir un système public bien financé, accessible et de qualité, sans toucher aux plus pauvres, sans toucher à une structure de tarification qui serait injuste. Merci.